bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de notre nouvelle saison des Petites Leçons de Ville. C'est le 10e cycle de Petites Leçons de Ville cette année. Une saison que nous avons décidé, que le CIE de Paris a décidé de rendre accessible en ligne, en direct, ce qui nous permet de continuer à vous proposer ce rendez-vous malgré effectivement le confinement. Donc exceptionnellement, nous nous sommes réunis, vous voyez bien, en gardant les distances entre nous et bien évidemment masqués. Mais voilà, on trouvait important, le CIE de Paris trouvait ça important de pouvoir continuer à avoir ce rendez-vous malgré la période. Cette saison donc des Petites Leçons de Ville, dans cette saison, nous avons décidé de nous interroger sur la façon dont la ville peut s'adapter aux mutations environnementales qui nous préoccupent. Et la semaine dernière, en guise d'introduction, nous avons demandé à nos invités de nous proposer une explication du contexte. Comment se définit la crise climatique que nous vivons actuellement? Comment en est-on arrivé là également? Et si vous n'étiez pas avec nous, le mois dernier c'était au pavillon de l'Arsenal, mais si vous n'étiez pas non plus derrière votre poste puisque l'événement était diffusé sur Internet, vous pouvez retrouver la vidéo en rediffusion sur le site web du CIE de Paris et également sur sa page Facebook. Dans ce cycle de petites leçons de ville, avant de traiter spécifiquement les questions par exemple de la production, de la consommation, de la construction, de la biodiversité ou encore de l'eau, nous interrogeons aujourd'hui nos ressources et on va se rendre compte assez rapidement que ça en vient à parler finalement très vite de nos déchets. Les déchets, nous apprendrons qu'ils sont nés assez récemment. Les déchets, nous nous interrogerons sur leur capacité à être recyclés et ce que le recyclage implique. Les déchets enfin qui peuvent être en grande partie utiles, à commencer par ce qu'on appelle les biodéchets. On en parlera tout à l'heure. Et ça viendra d'ailleurs, on en viendra à s'interroger à nouveau sur ce que sont réellement les déchets. De quoi boucler la boucle de cette petite leçon. Comme d'habitude, nous allons ouvrir la soirée par la leçon, une présentation théorique qui posera les bases de la discussion, avant de donner la parole à un témoin venu parler de sa propre situation et avant de donner la voix à voir, enfin, une étude de cas. Donc ce sera une initiative qui va illustrer notre propos du jour. Nous le disions, la soirée est filmée, mais elle est surtout diffusée en direct sur Internet, sur le site web du CIE de Paris ou sur sa page Facebook. Ça veut dire que vous pouvez réagir, vous aussi, en direct à tout moment, poser des questions, apporter une précision, un témoignage. Et contrairement à d'habitude, d'ailleurs, on va essayer de pas forcément prévoir de temps de questions-réponses en fin de soirée, mais plutôt on vous invite à nous poser vos questions en continu sur le live Facebook et je me chargerai moi-même de les transmettre à nos invités, qui sont avec nous ici ou également en visioconférence. On va le voir tout à l'heure. Un dernier mot juste avant pour rappeler que, comme à chaque fois, vous avez à votre disposition un livret. Alors habituellement, c'est un livret physique qui vous est donné sur les sièges du pavillon de l'Arsenal. Cette fois-ci, c'est un livret numérique que vous allez pouvoir récupérer dans les commentaires de cette vidéo sur la page Facebook du CIE de Paris ou sur la page web, sur le site web du CIE de Paris. Donc à côté de la vidéo, vous avez le petit livret à télécharger. Ça vous servira de support pendant la soirée. Vous allez avoir notamment un peu de vocabulaire, le vocabulaire spécifique à notre discussion qui sera précisé là-dessus. Et vous allez avoir également sur ce livret une ressource pour prolonger cette petite leçon de ville avec, comme d'habitude, des films, podcasts, livres, peut-être pas d'exposition du coup cette fois, mais en tout cas voilà, tout un tas de ressources sur le sujet. J'en viens, ça y est, pour commencer, rentrer dans le vif du sujet, je vous présente désormais nos invités, à commencer par vous, Flore Berlingen, bonsoir. Vous êtes spécialiste des déchets. J'avais trouvé l'intitulé un peu étonnant, mais vous m'avez autorisé à vous présenter ainsi. Ancienne directrice de Zero Waste France, vous avez écrit notamment le livre Recyclage, le grand enfumage, comment l'économie circulaire est devenue l'alibi du jetable, où l'on se rend compte que le meilleur recyclage, d'une certaine façon, c'est de ne pas recycler du tout. Vous allez pouvoir nous l'expliquer tout à l'heure. Nous dirons peut-être un mot également, puisque vous êtes vous-même militante associative sur ces questions-là. Ancienne directrice, je le disais, de Zero Waste France. On pourra peut-être parler aussi des différentes structures qui peuvent accompagner le militantisme et des actions sur ce sujet. En plateau, avec nous, nous avons Damien Houbron. Bonsoir.
Vous êtes maître composteur. Et là, normalement, j'ai tout dit. Vous allez bien sûr pouvoir nous expliquer ce que c'est que ce terme assez étonnant, là encore. Vous allez surtout, je crois, nous parler du compostage ménager, du compostage individuel. Et peut-être on va, à la fin de cette petite leçon de ville, initier voilà, tous nos spectateurs à ce qu'ils aient chacun un compost chez eux à l'issue de nos discussions. Et pour illustrer votre propos, vous n'êtes pas venu seul, mais vous êtes venu... Alors, le terme est mal choisi, j'allais dire vous êtes venu avec Laurence Dufort, mais c'est pas vrai. C'est Laurence Dufort qui nous accueille d'une certaine manière, parce que Laurence, vous êtes directrice du CIE de Paris. On vous voit parfois dans les petites leçons de ville, notamment pour introduire l'événement, nous remercier d'être là, etc. Mais là, ce soir, pour ce qui nous concerne ce soir, vous êtes aussi à l'initiative d'un compost de quartier, et en collaboration avec Damien Houbron. Et vous allez nous expliquer tout à l'heure voilà, en quoi ça consiste un compost de quartier, comment est-ce que l'on peut mettre ça en place et tout ce que ça implique. Mais pour ouvrir nos discussions, je me tourne vers ma voisine, Sabine Barle. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieure, urbaniste, professeure et chercheuse spécialisée dans l'étude du métabolisme urbain et de l'écologie territoriale. Vous allez nous raconter la fabuleuse, c'est moi qui le rajoute, fabuleuse, l'histoire au moins de l'invention des déchets urbains. Un mot peut-être juste avant, votre présentation, un mot sur la manière dont je vous ai présenté. Vous êtes ingénieur et urbaniste. Est-ce que c'est un point de vue spécifique particulièrement pertinent pour s'intéresser aux déchets ? C'est vrai en fait, qui sont les spécialistes du déchet ? C'est une question d'urbanisme, pardon ? C'est une question d'urbanisme puisque les villes sont de très grandes productrices de déchets. Et parmi les choses qu'ont à gérer les urbanistes ou plus généralement les aménageurs ou les gestionnaires de la ville, il y a ces quantités astronomiques Pardon, en même temps que vous parlez, je me permets de matières déchues. Et c'est vrai que c'est une chose dont les urbanistes se sont longtemps peu préoccupés et qu'ils connaissent souvent assez mal, mais qui devient de plus en plus importante avec l'essor de nouvelles problématiques telles que celle de la transition, de l'économie circulaire. Et je partage bien sûr ce qui est dit dans le titre de l'ouvrage dont on a parlé tout à l'heure. Voilà ce qui explique cette rencontre entre urbanisme et déchets. Très bien, et c'est ce qui vous amène donc, c'est le point de vue qui vous amène effectivement à nous présenter, donc je le disais, cette histoire de l'invention des déchets urbains, où l'on se rend compte, je l'ai un petit peu annoncé tout à l'heure, que le déchet finalement c'est une notion assez récente, et ça commence peut-être d'ailleurs par un petit point de vocabulaire que vous allez nous dresser maintenant. Tout à fait. Donc cette histoire que je vais vous raconter, elle ne va pas porter sur des siècles et des siècles. Je vais me contenter de m'intéresser à ce qui s'est passé depuis un peu plus de 2 siècles, en particulier en France, même si cette histoire, c'est une histoire qui est tout à fait internationale et au moins européenne. Et c'est vrai que la première chose qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce que ça veut dire déchet ? Donc le mot déchet, c'est un mot qui est ancien, qui date donc du XIVe siècle à peu près, et qui représente donc, comme c'est indiqué ici, la quantité qui est perdue dans l'emploi d'un produit. Donc ça serait en quelque sorte une chute, comme quand on fait de la couture, on a des chutes de tissu. Mais ce qui est important, c'est que ce terme, il ne fait pas du tout partie du registre urbain avant le XXe siècle. Dans les textes qui vont porter, par exemple, sur la salubrité, sur l'assainissement, sur la gestion des villes, on ne parle jamais de déchets jusqu'à ce XXe siècle. Et c'est ça qui m'a intéressée, d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle j'ai engagé ce travail sur cette histoire des déchets. Mais bien sûr, on trouve des choses qui peuvent ressembler à ce que nous appelons des déchets. Et ce sont des immondices, des ordures, du raclin, des équevilles, de la carnasse, de la boue, de la gadoue. Il y a tout un vocabulaire qui désigne ce qu'on pourrait appeler les sous-produits urbains ou les excrétas urbains. Ces excrétas urbains, on se rend compte, quand on creuse un peu le sujet, que de la fin du XVIIIe siècle, et même avant, mais j'ai bien dit que j'allais me concentrer sur les 2 derniers siècles, jusqu'aux années 1870, ils ne sont pas du tout considérés comme des déchets, de la même façon qu'il n'y a pas à la même époque d'eau usée. Et ceci est dû à une convergence d'intérêts, si je puis dire, qui sont des intérêts à la fois agricoles, liés à la recherche d'engrais, et industriels, liés aux besoins de matières premières. Et finalement, ces sous-produits urbains, ces excrétas urbains, ce sont des matières recherchées qui sont dotées d'une valeur qui est croissante tout au long du XIXe siècle. Et je vais essayer d'illustrer ça rapidement. Alors j'ai mis mon compteur, mais si je ne le regarde pas, ça ne sert à rien.
rapidement, mais clairement, j'espère. Alors, je vais commencer par le besoin d'engrais. Ce besoin d'engrais, il est lié tout simplement au besoin de nourriture. Alors ça n'est pas nouveau, hein. La crainte de la pénurie alimentaire est très ancienne. Ce qui est peut-être un peu particulier au XIXe siècle, c'est que cette crainte, elle se porte en particulier sur la population urbaine, puisqu'on est dans une phase d'urbanisation, même si elle est encore relative en France. Et la question est, comment est-ce qu'on va pouvoir nourrir tous ces gens qui ne produisent pas leur nourriture ? Et une des façons de le faire, de les nourrir, c'est d'augmenter la productivité agricole. Et donc, on voit, selon l'expression de Nathalie Jass, se mettre en place une forme de chasse à l'engrais dès les années 1820 en France. Et encore une fois, partout en Europe, on a des problématiques convergentes. Et cette chasse à l'engrais, elle fait vraiment l'objet d'un consensus qui est à la fois politique, économique, scientifique, social. Donc on va trouver dans tous les domaines de la société, dans tous les recoins de la société, un intérêt pour les engrais, et en particulier pour les engrais urbains et humains. Alors, les engrais urbains, on voit à peu près ce que c'est, hein. Ce sont tous les engrais qui vont être fabriqués à partir de sous-produits urbains. Les engrais humains, c'est une sous-catégorie, je pourrais dire, de l'engrais urbain. Ce sont tout simplement les engrais qui sont élaborés à partir des urines et des excréments humains, qu'on appelle parfois engrais animalisés par euphémisme, parce que les clients n'ont pas forcément envie, dans certaines régions de la France, parce que dans d'autres, c'est beaucoup plus toléré, d'acheter des engrais humains. Donc, on leur dira qu'ils sont animalisés. Alors, ce que vous voyez sur cette diapositive, ce sont quelques exemples de ces engrais qui font l'objet d'une recherche intense et d'un dépôt de brevets extrêmement nombreux. Donc, en haut à gauche, c'est le régénérateur, donc un engrais organique qui permet l'utilisation rationnelle des produits des villes en matière azotée, etc. etc. À droite, la composition d'un compost qu'on appelle le stercora, qui comprend alors là plusieurs sous-produits urbains, des matières fécales, des urines, de la fiente de cheval qui peut être récupérée en ville parce qu'il y a une très forte densité de chevaux en ville, des balayures de rue, des eaux pulvérisées, etc., qui est un compost qui est très en vogue au XIXe siècle. En dessous, cet appareil très bizarre, en fait, c'est un distillateur d'urine qui date des années 1830 et qui permet de distiller les urines, notamment des Parisiens, à la voirie de Montfaucon, qui se trouve au pied des buttes Chaumont. Et donc là, on va fabriquer du sulfate d'ammoniac. Donc il y a un engrais qui ne se vend pas très bien en France. Du coup, on l'exporte en Angleterre, où il est très prisé. Donc on fait pousser des céréales en Angleterre avec du sulfate d'ammoniac parisien. Et puis à gauche, ce sont des instruments, des outils destinés à ce qu'on appelle la méthode flamande, qui consiste à épandre sur les sols des vidanges fraîches, c'est-à-dire des urines et des excréments. Donc ce ne sont quelques exemples, je pourrais vous en donner des milliers d'autres, mais je n'ai pas le temps de le faire, donc je vous demande juste de me croire, et de croire qu'il y en a vraiment beaucoup. Et ces engrais, non seulement ils font l'objet d'un intérêt des industriels et des agriculteurs, mais justement, ils sont utilisés, c'est-à-dire qu'il y a des pratiques très répandues de leur usage. Donc à gauche, j'ai mis quelques citations qui illustrent ceci. Les deux premières sont tirées d'une enquête sur les engrais industriels. Et donc la première alors, porte sur les cendres lessivées que l'on récupère en ville. Et donc un cultivateur des environs de Châteauroux dit « Je me la procure à la pointe de l'épée, c'est à qui l'aura, tant la demande est grande ». Une autre citation de cette même enquête qui dit qu'en Alsace, si l'on pouvait voler les matières de vos lieux d'aisance, on le ferait, et qui montre encore une fois la quête de ces sous-produits que nous considérons, nous, aujourd'hui, comme des inconvénients majeurs. Et puis un autre exemple qui concerne Argenteuil, en Seine-et-Oise, où on a observé une très forte croissance de la valeur des terres agricoles en termes de valeur foncière, et où on voit se mettre en place une agriculture à très forte plus-value, en particulier les asperges. Et comme le dit Baudrillard en 1889, ce qui permet ça, c'est le fait qu'on va chercher dans les rues de Paris les gadous, les détritus, qui vont permettre d'engraisser les sols de la banlieue parisienne. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est à la fois donc un consensus scientifique qui est illustré par la citation de Dumas, qui est un chimiste
extrêmement important du 19e, qui parle de ces matières dont les villes doivent compte à la terre. Et puis c'est aussi un consensus technique et politique, comme vous pouvez le voir sur la citation de Charles Freycinet, qui a été ministre des Travaux publics, et qui, si je ne vois pas ce qui est écrit sur mon truc, ça ne sert à rien, et qui considère que la vocation de l'assainissement urbain, eh bien, c'est la restitution à la terre des principes fertilisants que les eaux d'égout contiennent. Et donc cette préoccupation tournée vers les engrais, elle est vraiment très complémentaire de la préoccupation de l'assainissement. Et c'est vrai que dans l'histoire urbaine, on s'est surtout concentré sur le développement des problématiques de salubrité, d'hygiène, etc., en négligeant un peu cet autre aspect, cette autre facette de la gestion des sous-produits urbains qui concerne la fourniture d'engrais et, comme on va le voir bientôt, de matières premières. Ces matières, elles font l'objet donc d'une économie très très dynamique. Donc les matières sont vendues sous forme d'engrais aux cultivateurs, mais la ville de Paris en particulier, pour le cas que je présente ici, s'enrichit aussi grâce à ces sous-produits. Ici, ce que vous voyez, c'est le loyer qui est payé par les exploitants des voiries parisiennes, sachant que les voiries, ce sont les endroits dans lesquels on traite les urines et les excréments. Enfin, pour celles-ci. On a aussi d'autres voiries dans lesquelles on traite les boues des rues. Et vous voyez que le montant payé par les exploitants à la ville ne cesse d'augmenter dans cette première moitié du 19e siècle. Donc c'est une configuration entièrement différente de la configuration actuelle. Aujourd'hui, si un service de gestion des eaux usées est concédé, c'est la ville qui paye l'exploitant et non pas l'exploitant qui paye la ville pour avoir le droit de procéder à cette exploitation. Alors, comme je le disais tout à l'heure, cet intérêt pour les sous-produits, il est aussi un intérêt industriel. En fait, cette première révolution industrielle, qu'on connaît souvent sous la forme de l'avènement et le développement de la machine à vapeur, du textile, de la sidérurgie, etc. En fait, c'est aussi une révolution industrielle qui est fondée sur la récupération de sous-produits urbains qui va permettre de soutenir toute une partie de l'activité économique et de l'activité de production. C'est ce qui est illustré sur cette citation extraite de la commission municipale relative à la réforme des boues, qui évoque le chiffonnage en disant que, certes, le chiffonnage est repoussant. Les chiffonniers ont toujours été considérés comme des fauteurs de troubles et des êtres à contrôler, si ce n'est éliminer de la ville. Mais en fait, au XIXe siècle, on ne veut plus du tout les éliminer parce que, grâce à eux, on peut fabriquer tout un tas de choses. Et sans eux, on ne pourrait pas le faire parce qu'on n'aurait pas les matières premières pour le faire. Alors, quelles sont ces choses que l'on fait avec les matières que l'on va chercher dans les rues ? Eh bien, la première, et c'est comme on le dit, le dessus de la hotte du chiffonnier, c'est le papier que l'on va fabriquer à partir de chiffons d'origine végétale. Alors, cette fabrication à partir de chiffons d'origine végétale, elle est ancienne, mais ce qui se passe au tout début du 19e siècle, fin 18e, début 19e, c'est qu'est mise au point la machine à papier qui va permettre de fabriquer du papier en rouleau et non plus à la feuille. Et donc ça permet de diminuer le coût de production et d'augmenter la vitesse et la capacité de production. Du coup, on va voir naître un très fort besoin de chiffon et puis une explosion de la consommation de papier et de ce qu'on fait avec des vieux papiers qui est du carton, que vous voyez représenté sur la courbe qui se trouve en bas à droite et qui ne concerne bien entendu pas que la France. Donc un besoin accru de chiffon, sachant qu'il faut 1,5 kg de chiffon pour faire 1 kg de papier. Donc c'est quelque chose de tout à fait fondamental pour cette production papetière. Un autre exemple, et c'est le deuxième produit le plus important collecté par les chiffonniers, c'est l'os. L'os animal, essentiellement, cet os animal, eh bien, on va aller le récupérer dans les immondices et les ordures des urbains dans lesquels il se trouve, puisqu'à cette époque, on vend la viande avec l'os. Et cet os, il sert à de multiples choses. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de ce graphique un peu usine à gaz, mais il suffit de voir toutes ces cases pour voir que ces usages sont très nombreux. Et ces usages, ils s'intensifient, c'est-à-dire qu'on consomme plus d'os au XIXe siècle pour fabriquer des choses que précédemment, mais en plus, ils se diversifient. Et ce que j'ai entouré en rouge, ce sont les usages nouveaux
au XIXe siècle. Par exemple, la fabrication du phosphore pour les allumettes. L'allumette inflammable par frottement, c'est une invention du début du XIXe siècle qui va permettre d'allumer les bougies, en particulier les bougies stéariques, qui sont aussi une invention du XIXe siècle, faites sur des sous-produits de la graisse animale. Et donc voilà, l'allumette, cette chose qui nous paraît si banale, au départ, elle est imprégnée d'une pâte au phosphore qui est faite avec des os. Autre exemple, le plus important quantitativement et en matière de revenus, c'est le charbon animal, qui est de l'os calciné réduit en poudre, qui va permettre le raffinage du sucre. On consomme de plus en plus de sucre, on a besoin de plus en plus de charbon animal, et donc ces usines de charbon animal vont se multiplier dans les villes au XIXe siècle. Alors, il n'y a pas que des os et du chiffon d'origine végétale. Ici, 2 autres exemples. Le chiffon de laine. Alors, le chiffon de laine, au début du XIXe siècle, on s'en sert comme engrais. Mais on va progressivement l'utiliser pour faire ce que l'on appelle de la laine renaissance. Donc la laine renaissance, c'est de la laine recyclée, enfin, on l'appellerait comme ça aujourd'hui. Il y a quelques décennies, on citait toujours Benetton pour ses pulls pas chers faits avec de la laine de récupération, mais c'est beaucoup plus ancien que cela. Donc un intérêt pour la récupération de ces chiffons de laine. Bon, le vieux verre a toujours servi à fabriquer du verre neuf, mais la croissance de la consommation de verre va faire que le besoin de verre va augmenter. Et puis, on a encore beaucoup d'autres matières que récupèrent les chiffonniers. Vous avez peut-être remarqué au tout début de mon exposé la publicité pour les cheveux, pour embellir les coiffures des femmes. Ces cheveux, ça fait partie des choses que peuvent récolter les chiffonniers. Mais il y a aussi, bien sûr, le métal, les peaux de lapin, les bouchons, etc., etc. Et finalement, cette période, c'est vraiment une période d'apogée de la valorisation, on peut vraiment le dire comme ça, et par conséquent d'apogée du chiffonnage. Comme vous le voyez indiqué en dessous, là, on a 100 maîtres chiffonniers en 1853. Les maîtres chiffonniers, ce ne sont pas les chiffonniers, ce sont ceux qui achètent la matière aux chiffonniers. Et puis, on en a entre 300 et 400 en 1883, plus des marchands en gros et demi-gros qui se situent au-dessus de ces maîtres chiffonniers. Et alors, on a des estimations très variées et variables du nombre de chiffonniers à Paris ou plus généralement en France au XIXe siècle. Mais ce sur quoi il y aurait un consensus, c'est qu'il s'agit de au moins 10 000 personnes à Paris, mais peut-être plusieurs dizaines de milliers de personnes. On a une connaissance assez fine au début du XIXe siècle parce que les chiffonniers doivent se déclarer. Vous voyez à gauche la déclaration d'un chiffonnier ambulant. Mais la déclaration, d'abord, n'est pas toujours faite. En plus, ce n'est que le chef de famille qui se déclare, etc., etc. Donc, il y a des incertitudes. Mais en tout cas, ces chiffonniers, ils sont de plus en plus nombreux. Et puis, voilà, bien sûr, avec toutes les réserves à mettre à ce que je vais dire, ils gagnent de plus en plus d'argent. Même ceux qui chiffonnent dans la rue, pas seulement les maîtres chiffonniers, qui deviennent de plus en plus riches. Des fortunes se sont battues sur les chiffons et tous ces sous-produits urbains. Mais voilà, donc ceci peut être considéré comme un âge d'or qui fait que, comme je le disais à l'instant, on est vraiment à l'ère de la valorisation, du recyclage. On n'a jamais fait autant, je pense. Alors, il ne faut pas en déduire que ça n'occasionne pas de pollution, tout ça. Il ne faut pas tout confondre les deux, puisque les procédés qui sont utilisés ne sont pas forcément d'une très grande efficacité. Ils occasionnent pas mal de pertes, de chutes ou de déchets, pour reprendre le sens premier du mot déchet. Mais il n'en demeure pas moins que cette activité va soutenir la production agricole, va soutenir la production industrielle. Alors, tout ceci... il s'est remis à zéro, cet imbécile. Non, alors, je peux vous dire, on a en gros encore une petite dizaine de minutes, ça va aller ? Ça va aller. La première partie est plus rigolote que la deuxième. Enfin, je trouve. Donc, tout ceci, ça ne va pas durer. Et en fait, on va se rendre compte que, même si je donnais des exemples post-1870, dès les années 1870, il y a des signes qui semblent montrer que cet apogée de la valorisation, c'était peut-être une apogée, mais que c'est fini. Ce que l'on va voir dans cette deuxième partie, c'est ce qui se passe au cours du siècle suivant, donc jusqu'aux années 1970,
où on va voir émerger ces fameux déchets et donc un abandon de ces matières. Cet abandon de ces matières, il est dû à des mutations qui sont, alors je l'ai mis dans un certain nombre, mais je vais le dire dans un autre ordre, qui sont d'abord industrielles et agricoles, et en second lieu urbaines, et qui vont donner lieu de la part des gestionnaires urbains à une réponse en 2 temps. La première, ça sera la résistance, c'est-à-dire qu'on va constater, alors ça c'est peut-être plus propre à la France qu'à d'autres pays européens, que ces gestionnaires, donc que ce soit les édiles, que ce soit les techniciens, etc., vont essayer de maintenir la valorisation, puis dans un second temps, ils vont renoncer. Alors, je reviens quand même rapidement sur la crise des sous-produits urbains. Pourquoi est-ce que ces sous-produits urbains rentrent en crise ? Tout simplement parce que ces excréta urbains qui ont été le moteur d'une certaine industrialisation ou d'une certaine production agricole, et en particulier maraîchère, vont en devenir le facteur limitant, tout simplement parce qu'il n'y en aura pas assez. La deuxième chose, c'est que l'on va découvrir, ou en tout cas mettre en valeur de nouveaux matériaux, de nouvelles ressources, de nouvelles matières premières qui vont être jugées plus intéressantes que les précédentes. Et finalement, ce que l'on observe, c'est que pour toutes ces matières, ça va se passer en 2 étapes. Première étape, les nouveaux matériaux s'ajoutent aux anciens. Seconde étape, ils les remplacent et ils les dépassent très, très largement. Alors, qu'est-ce que c'est que ces nouveaux matériaux et qu'est-ce qui se passe ? Première chose, les succès d'année du chiffon. Je vous ai dit tout à l'heure que sans chiffon, pas de papier. Mais on va arriver à un moment, et ça vient assez vite, dès la moitié du 19e siècle, où ces chiffons vont devenir non seulement un facteur limitant de la production de papier, mais vont peser trop lourd dans le prix du papier. En fait, les industriels de la papeterie sont pieds et poings liés avec les fournisseurs de chiffons qui font finalement le prix du papier. Et donc, ils vont essayer de se défaire de cette contrainte. Et comment est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont chercher des solutions alternatives. Ils vont faire ce qu'on appelle aujourd'hui de la recherche-développement. Et ils vont mettre au point la pâte à papier qui est faite de matières premières d'origine végétale. Donc d'abord de la paille, de l'alfalfa et puis du bois comme on le fait aujourd'hui. On va mettre au point de nouvelles techniques de filtration du sucre, tout simplement parce que le charbon animal est vendu très cher. Donc on cherche quelque chose de au moins aussi performant et moins coûteux. Et puis, on va voir apparaître ces nouvelles matières qui sont issues de la carbochimie et de la pétrochimie, qui vont fournir une infinité de produits dont beaucoup vont se substituer aux sous-produits urbains. Alors, un petit exemple très rapide, le celluloïd puis les matières plastiques qui vont remplacer certains usages des os et de la corne en permettant de fabriquer ce que vous voyez ici, des bijoux, mais aussi des boîtes, des objets de jeu. La bakélite est mise au point au début du 19e siècle. La bakélite, c'est une matière plastique très dure qui, au départ, est là pour remplacer l'ivoire dans les boules de billard, mais qui va très rapidement voir son usage se répandre et complètement anéantir le marché de l'os et de la corne. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Et puis, dans le domaine de l'agriculture, ce qu'on peut appeler la révolution des engrais. Les 3 éléments principaux de la fertilisation qui sont progressivement identifiés au XIXe siècle et mis en avant au XIXe siècle, qui sont l'azote, le phosphore et la potasse, vont être extraits de nouvelles sources. Alors, d'abord, on va découvrir les phosphates fossiles dans la deuxième moitié du XIXe siècle, qui vont donner naissance à ce qu'on appelle les superphosphates, sachant que les premiers superphosphates, en fait, sont un mélange de phosphates d'os et de phosphates fossiles. Et puis, progressivement, on ne trouvera plus que des phosphates fossiles dans leur composition. La potasse d'Alsace, qui est découverte dans les années 1900, donc en Alsace, comme son nom l'indique, alors qu'on cherchait du charbon, en fait. Donc, c'est une découverte fortuite, mais qui a rapporté beaucoup à ceux qui l'ont faite et exploitée. Et puis, enfin, et surtout, la mise au point du procédé Haber-Bosch qui permet d'utiliser l'azote de l'air pour fabriquer d'abord des explosifs pendant la guerre de 14-18, puis des engrais au lendemain de la guerre. Et donc tout ça, ça va rentrer d'abord en complémentarité, puis en concurrence avec les matières premières urbaines. Et puis il y a des mutations urbaines. Alors ces mutations urbaines, c'est quoi ? Elles sont de très nombreuses natures. D'abord, si la ville était si fertile ou fertilisante, c'est parce que quand on ramassait des boues dans les rues, elles contenaient beaucoup de déjections animales.
Et avec l'essor de l'automobile, ces animaux vont progressivement disparaître. Vous voyez les chiffres pour le département de la Seine, c'est très très rapide. 1902, 110 000 chevaux résident dans le département de la Seine. 1933, il n'y en a plus que 22 000. À ça va s'ajouter le fait qu'on va mettre en place un système de récipients pour les ordures à partir des années 1880, avec les fameux arrêtés poubelles. Et ces ordures, elles vont rendre le travail des chiffonniers difficile, et en plus, elles contribuent à l'altération des matières. Donc d'un côté, on a des nouvelles matières premières, et de l'autre, on a des matières qui sont de moins bonne qualité, qui sont fournies par la ville. Et puis, avec l'étalement urbain, parce qu'on peut parler, au moins pour l'entre-deux-guerres, d'une forme d'étalement urbain, eh bien, on va voir le recul de l'agriculture périurbaine, qui fait qu'il va y avoir une distance plus grande, finalement, entre l'offre, si je puis dire, et la demande. À ça s'ajoute aussi le recul à nuancer, mais qui est réel, de l'industrie qui s'éloigne des cœurs urbains et qui donc s'éloigne de ces gisements de matières premières. Alors tout ça, ça va donner naissance dans une première période, jusqu'aux années 1920, à une forme de résistance, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va chercher à trouver des solutions pour maintenir la valorisation des sous-produits urbains, parce qu'on reste convaincu, comme le montre le tableau que je présente ici, du fait que la ville est une pourvoyeuse de matières premières. Cette résistance, elle va se faire avec deux procédés, si je puis dire, deux solutions. La première, c'est chercher des débouchés plus lointains. Alors ça, on le voit par exemple avec les champs d'épandage. Les champs d'épandage, ce sont des champs dans lesquels on déverse les eaux d'égout grâce à un réseau très important. Et donc, ces champs d'épandage, ils sont situés à plusieurs dizaines de kilomètres de Paris, là, en l'occurrence, et ils vont couvrir jusqu'à 5000 hectares vers les années 1900. Ils vont donc permettre de maintenir cette valorisation tout en allant vers la modernité, c'est-à-dire en remplaçant le système des latrines, des toilettes sèches qui prévalait avant, par le système des toilettes à chasse d'eau, et de la récolte de ces matières par les égouts. Aller plus loin, c'est aussi amener les boues et les gadous vers les agriculteurs qui se situent à plusieurs dizaines de kilomètres. Donc en haut à droite, vous voyez le transport de gadous à Ozoir-la-Ferrière avec des gadous qui arrivent par le train, dans d'autres cas qui arrivent par la voie fluviale. Et puis à gauche, j'ai peut-être dit à gauche tout à l'heure, mais je voulais dire droite, la plaine de l'Accro, dans laquelle on a un vaste programme qui est mis en place à la fin du XIXe siècle, qui vise à irriguer la plaine de l'Accro, fertiliser la plaine de l'Accro avec les boues, les ordures, les immondices de la ville de Marseille, qui cherchent des moyens d'écouler ces immondices. Donc on construit une voie ferrée de plusieurs dizaines de kilomètres qui arrive à Entresins. Les ordures sont amenées là, elles sont destinées à la fertilisation. Et en retour, on ramène des pierres de l'Accro pour les travaux publics. Donc ça, si ce n'est pas de l'économie circulaire, je ne sais pas ce que c'est. Mais vous verrez que ça n'a pas duré. Et puis la deuxième solution, c'est l'industrialisation du chiffonnage. Ce que disent un certain nombre de techniciens, et encore une fois pas qu'en France, c'est que finalement, si on arrivait à chiffonner dans des usines plutôt que de chiffonner dans la rue, eh bien, on aurait une exploitation plus rationnelle des sous-produits, et donc on va voir se multiplier les usines de broyage, comme vous voyez celle-ci de Pantin, mais aussi on va placer un grand espoir dans une nouvelle forme de valorisation, qui est l'incinération avec récupération d'énergie, qui se met en place à Paris dès le début du XXe siècle, et qui permet aussi d'engendrer des sous-produits extrêmement utiles, notamment des mâches-fer qui vont servir dans les travaux publics et dans le bâtiment. Malheureusement, ça n'a pas marché si bien que ça. Et dès les années 1930, on constate une forme de renoncement des collectivités vis-à-vis de ces nouvelles formes de valorisation et de recyclage, tout simplement parce qu'elles rencontrent des difficultés très importantes. L'industrialisation du chiffonnage est un échec économique, du fait de ces nouvelles matières premières que je mentionnais tout à l'heure. Le chiffonnage dans la rue apparaît de plus en plus contraire à l'hygiène. Les engrais urbains sont de moins en moins utiles. L'incinération est extrêmement coûteuse, d'autant plus qu'on a d'autres sources d'énergie qui apparaissent sur le marché. Les champs d'épandage ont besoin de trop de place, il y a trop d'eau d'égout
à épandre sur les sols, ça représente trop de dépenses. Et donc, on est vraiment à cette époque-là dans une période de crise, en quelque sorte, puisque d'un côté, la valorisation ne marche plus, et de l'autre, les quantités de sous-produits produites augmentent de façon considérable, qu'il s'agisse des eaux usées ou des ordures immondices de la ville. Alors, la réponse qui va être trouvée, elle est finalement assez simple. Pour ce qui concerne les déchets solides, ça va être alors j'ai mis nouvelle en italique parce qu'elle n'est pas nouvelle, elle est déjà connue. Ça sera la décharge dite contrôlée, qui est déjà adoptée en Grande-Bretagne, parce qu'en Grande-Bretagne, on a renoncé beaucoup plus tôt qu'en France à valoriser les sous-produits. Et puis, pour les eaux usées, c'est la station d'épuration, mais qui est très peu développée, parce qu'une station d'épuration, ça coûte et ça ne rapporte rien. Et donc, la plupart du temps, le tout à la rivière. Alors, station d'épuration, je vous disais, très peu de stations d'épuration. Vous voyez que le graphique de gauche présente, sauf pour Paris, pour les communes de plus de 2000 habitants, en 1961, le pourcentage de la population raccordée à une station d'épuration. Et vous voyez qu'on est à peine au-dessus de 10% en 1961, bon, autant dire rien. Et ça, bien sûr, ça va conduire au sacrifice des rivières, qui vont devenir des rivières, des lacs, et d'ailleurs de la mer Méditerranée, mais si c'était le seul qu'elle a connu, qui vont devenir le réceptacle de tous ces sous-produits. Et du côté donc des ordures et des boues, eh bien, c'est, comme je le disais, le règne des décharges. J'ai mentionné tout à l'heure le projet de la plaine de l'Accro. Eh bien, quand les engrais industriels vont concurrencer les engrais urbains, on va abandonner la valorisation à Entresaint, qui se faisait à partir de la gare d'Entresaint, et on va mettre en place une grande décharge d'ordures ménagères qui va devenir, à la fin du XXe siècle, la plus grande décharge d'ordures ménagères d'Europe. Donc, qui est vraiment symptomatique de cet abandon de la valorisation. Et vous voyez pour Paris, en gris, sur ces aplats, c'est j'ai oublié la légende, tiens. Bon, rouge, c'est incinération, vert, c'est utilisation agricole, et gris, c'est mise en décharge. Et vous voyez que vers 1937-39, on voit arriver cette mise en décharge qui devient extrêmement importante, même si elle se réduit à la fin de ma période. Alors, tout ça pour dire que, comme je le disais, cette naissance des déchets, elle est finalement tardive. Et les mots que nous employons aujourd'hui, donc déchets urbains, déchets ménagers, eaux usées, en France en tout cas, ils viennent en usage dans l'entre-deux-guerres à partir des années 1920-1930, où on va voir changer le titre des documents techniques de valorisation, collecte et valorisation des boues et ordures ménagères, qui vont devenir collecte et élimination des déchets ménagers et urbains. De la même façon, on va parler d'eau usée à partir de cette époque. Et ce que l'on peut voir finalement, c'est que cette valorisation qui a soutenu l'industrialisation, elle a été abandonnée par les industriels et les agriculteurs d'ailleurs, dès qu'elle n'a plus été rentable, dès qu'elle n'a plus été intéressante. Donc, il ne faudrait pas conclure de ce que je raconte que on n'a qu'à refaire comme au XIXe siècle pour que ça marche, parce que ce qu'on a fait au XIXe siècle, c'est enclencher un processus d'industrialisation qui conduisait en quelque sorte inéluctablement, par l'augmentation de la consommation, à l'abandon de la valorisation par la recherche de nouvelles ressources plus abondantes, moins coûteuses, permettant cet essor considérable de la consommation qui marque le XXe siècle. Et je crois que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup Sabine Barle, merci. C'est passionnant cette histoire des déchets. Alors c'est presque une fabuleuse histoire finalement quand elle est racontée comme ça. Je rappelle que vous êtes ingénieur, urbaniste, professeur et chercheuse spécialisée dans l'étude du métabolisme urbain et de l'écologie territoriale. Alors, on a eu beaucoup de questions et de témoignages pendant votre intervention. Je vais vous en citer quelques-uns. Et je profite d'ailleurs vraiment pour vous remercier vivement de tous ces commentaires et ça fait vivre la discussion finalement, à presque se féliciter finalement de cette discussion en ligne. Et vous voyez d'ailleurs derrière peut-être, vous voyez qu'il y a Charlotte Van Desburg et Clémence Bourdier qui sont en train de traiter toutes vos questions et de me les envoyer une par une. Donc je reprends. Alors, vous y avez d'une certaine manière un petit peu répondu dans votre conclusion, mais Jennifer nous demande si vous pensez qu'on pourrait, de manière générale, dans la gestion des déchets urbains,
revenir en arrière. Alors vous avez l'air de nous dire par votre conclusion que la consommation est telle que ce serait peut-être un peu compliqué de revenir en arrière. Et en même temps, quand on regarde notre discussion ce soir avec notre maître composteur qui va nous parler du compostage et j'espère de l'engouement croissant des particuliers pour le compostage, quand on s'apprête à entendre juste après Flore Berlingen qui va nous raconter aussi d'une certaine manière l'échec du recyclage, et quand on voit tous les témoignages, alors attendez, je vous en cite encore quelques-uns, c'est... pardon, j'avais Jennifer à Besançon, non, ça je viens de le dire, mais il y avait Sandrine, pardon, qui me disait que dans sa consommation, elle fait tout pour avoir le moins d'emballage, donc générer le moins de déchets. Enfin, il y a un vrai engouement pour une autre façon de consommer qui va amener moins de déchets. Alors, est-ce que on est peut-être aujourd'hui dans une parenthèse avec, à terme, par des nouvelles consommations, par une nouvelle façon de traiter les déchets, un retour à ce qu'on voyait dans le début de votre présentation? Non, quand je dis qu'on ne peut pas revenir en arrière, je veux dire que la valorisation et le recyclage au XIXe siècle ont soutenu l'essor de la consommation individuelle, l'essor de la consommation des ménages. Donc ça a été un binôme gagnant tant que ces sous-produits ont été en quantité suffisante. Et donc ce que nous montre la suite de l'histoire, c'est que si on veut arriver à une société dont le fonctionnement serait compatible avec celui de la biosphère, ce qu'il faut, c'est moins consommer, tout simplement. Et que donc la question n'est pas celle du recyclage, la question elle est celle de la réduction des consommations. Après, bien sûr, il y a tout un tas de sous-produits que l'on peut valoriser en utilisant des procédés qui ne sont pas très différents de ceux du 19e siècle et d'avant. Et bien entendu, là-dedans, ce qui est essentiel, ce sont les matières organiques. Parce que nous produisons de toute façon des sous-produits qui sont des urines et des excréments, ça on ne peut pas s'empêcher. Hein. Donc voilà. Donc ça c'est un motif, enfin c'est un objet de valorisation fondamental et pas du tout pris en compte. Et de la même façon, nous savons bien que même si nous faisons très attention à notre consommation alimentaire, nous aurons des sous-produits sous forme de matières organiques. Et donc le retour à la terre de ces matières est lui aussi essentiel. Mais encore une fois, la question première, pour moi en tout cas, c'est ce qu'on appelle la dématérialisation, c'est-à-dire la diminution absolue de la consommation matérielle. Et alors, peut-être, pardon, je précise, parce que là aussi, on me fait des retours, c'est qu'en plus de toutes ces questions, voilà, beaucoup de merci et de bravo sur cette intervention, et même des petits cœurs, comme nous le permet Facebook. Voilà. Ah, voilà. C'est un truc qu'on n'a pas d'habitude. Exactement, ça, on l'a pas d'habitude dans des discussions uniquement physiques, présentielles, comme on dit.